Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et bienvenue à Jean Guilaine qui est en fait un régional, on va dire, hein, c'est ça? Vous êtes régional géographiquement, par mon ancrage territorial, mais avec des problématiques qui sont bien au-delà, qui vont bien au-delà de la région. Oui, intercontinental, on va dire. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, vous êtes archéologue, professeur au Collège de France et à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi auteur, bien sûr. Auteur, par exemple, parmi vos derniers ouvrages, La seconde naissance de l'homme, le néolithique, alors, chez Odile Jacob. Oui. Alors pourquoi cette seconde naissance de l'homme? Parce que pendant 3 millions d'années, pratiquement, l'homme a vécu comme un parasite dans la nature. C'est-à-dire qu'il a chassé, il a pêché, il a prélevé son alimentation carnée, mais aussi son alimentation végétale en prélevant ce que la nature lui offrait d'une certaine façon. Il ne produisait pas sa nourriture, il la prélevait. Alors qu'à partir du néolithique, eh bien, il domestique les plantes, il domestique les animaux, c'est-à-dire qu'il intervient directement sur la matière vivante, végétale ou animale. Il transforme la nature. Il transforme la nature, il artificialise la nature. C'est le début de l'artificialisation de la nature. Il va brûler les forêts pour ensemencer ses champs, pour faire ses champs, pour créer des terrains de parcours pour ses animaux, des prairies, des prés pour ses animaux. Donc il va modifier son décor. C'est les débuts de l'anthropisation de la nature, de l'intervention. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'anthropocène, mais l'anthropocène, il a commencé avec le néolithique. Donc, dans l'échelle du temps, en fait, par les grands publics, c'est quoi? C'est 5000 ans avant? Ça démarre en gros autour de 10 000 ans avant notre ère au Proche-Orient, qui est un des berceaux du néolithique. Oui. Et puis de là, il se transmet vers l'Occident en particulier. Bon. Mais il y a d'autres berceaux du néolithique. Il y en a un autre en Chine, il y en a un autre au Mexique, n'est-ce pas? Il y en a un autre en Nouvelle-Calédonie. Donc en Nouvelle-Guinée. Donc vous parlez de cette transition. Avant, il y avait des chasseurs-cueilleurs. Avant, il y avait des chasseurs-cueilleurs. Pendant 3 millions d'années, il y a eu des chasseurs-cueilleurs. Et puis à partir du néolithique, il y a eu des agriculteurs. Des agriculteurs. Donc avec déjà des problématiques? Avec déjà tous les problèmes que pose la compétition pour avoir les zones où pouvaient se trouver les meilleures terres, pour essayer d'avoir les plus grands troupeaux. Donc il faut bien s'imaginer que ces sociétés sont aussi des sociétés de compétition. Et que donc, inévitablement, avec la compétition, tôt ou tard, il y a de la violence. D'accord, oui, vous parlez de ces combats aussi, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Des guerres. Plutôt dans l'autre ouvrage. Dans les guerres, oui. Dans un autre ouvrage, le Sentier de la guerre, visage de la violence préhistorique, que vous avez écrit avec Jean Zamit. Donc, tout à fait, voilà. Oui. Alors dans cet ouvrage, publié au Seuil, vous penchez plutôt sur... En fait, on veut démontrer que la violence a pratiquement toujours existé dans l'espèce humaine. On a eu tendance, vous savez, pendant très longtemps, à considérer que le paléolithique, c'était le paradis terrestre, c'était l'âge d'or. L'homme n'avait rien à faire, il prélevait, là, avec un peu de chasse, un peu de pêche, que la nature était généreuse et lui offrait tout ce qu'il voulait. Et qu'à partir du néolithique, à partir du moment où l'homme a cultivé le sol, a pu créer des surplus, c'est-à-dire des richesses, il s'est disputé et les guerres sont venues de là. Alors tout ça, c'est une image d'Épinal. Nous essayons de montrer là-dedans que déjà, les chasseurs-cueilleurs se battaient et que l'âge d'or, le paradis terrestre, est un mythe biblique et rien de plus. Oui, puis ce qu'on a appelé, enfin ce que vous appelez l'âge du bronze, donc pour la production des armes aussi. Oui, alors donc, évidemment, qui a été au fur et à mesure que le temps a passé, l'homme a sophistiqué de plus en plus les moyens de se battre. À la fin des temps paléolithiques, il a inventé l'arc. Vers le 4e millénaire, il a inventé le poignard. Et à l'âge du bronze, il a inventé l'épée. Voilà. Et donc, il y a eu la bombe atomique au bout. Donc vous voyez, l'homme est la seule espèce qui met tout son savoir à fabriquer des armes pour tuer son prochain. D'accord, alors le progrès qu'on n'arrête pas bien sûr, hein, et côté médiation en fait, pour les archéologues, déjà dans leur façon de fouiller, ils ont des outils aussi absolument ultra modernes aujourd'hui. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de fouilles qui ont été conduites au siècle dernier, voire au XIXe siècle, qui sont en définitive des fouilles dont
en dehors des matériaux qui, heureusement, nous sont parvenus, on ne peut pas tirer grand-chose parce que les méthodes étaient tellement expéditives que la contextualisation des découvertes n'a pu être menée à bien de manière correcte. Et les fouilles, depuis cette époque-là, se sont beaucoup améliorées. Aujourd'hui, vous savez, non seulement on fouille au pinceau, on fouille au petit aspirateur, donc les techniques ont permis de mieux contextualiser. Puis il y a évidemment tous les travaux de laboratoire. D'abord en travaux de laboratoire, en physique pour les datations, en chimie, en pétrographie et avec la génétique qui est en train de transformer un peu la vision de l'archéologie. D'où je crois une consigne, peut-être une démarche des archéologues aussi, de ne pas fouiller certains sites parce qu'en attente peut-être de nouveaux outils futurs scientifiques qui permettront de mieux percer les mystères, les secrets, disons. Tout à fait. Il faut bien se dire que même si vous fouillez de la façon la plus remarquable possible, la plus fine possible, un jour nous disposerons de techniques qui seront bien supérieures parce qu'elles donneront lieu à des prélèvements qui aujourd'hui sont encore insoupçonnés. Donc on a intérêt à constituer des réserves et de ne pas épuiser les sites, mais de laisser aux générations futures la possibilité d'intervenir et de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses. Alors les progrès matériels, un outil de recherche scientifique, en expertise, etc. Et en même temps, en parallèle, pour la médiation, disons, pour la médiation, une profusion de nouvelles technologies, par exemple les images 3D, la réalité. Voilà. Tout à fait. Qui donne... Pour des films documentaires dont on a vu... qui donne évidemment un aperçu tout à fait intéressant, avec des restitutions. Vous savez, nous, ce qu'on trouve, c'est toujours très arasé. Parfois même, il n'y a que des structures en négatif, en creux. Et là, vous avez toutes les élévations. Ça permet de mieux restituer les capacités des constructeurs, des ingénieurs néolithiques. Et puis, ça donne une idée plus nette, en quelque sorte, de ce qu'était la vie autrefois, à n'importe quelle époque où l'on se place dans ce passé préhistorique ou historique. Alors aux rencontres archéologiques de Narbonne, on a pu comme ça remettre aussi dans l'esprit des gens, aussi même des Narbonnais et des locaux, des régionaux, l'inventeur de la préhistoire. Hein. Oui. Alors ça, c'est encore un autre cas de figure. C'est qu'au XIXe siècle, vous savez, la préhistoire s'est construite progressivement. Et je dirais même très difficilement. Parce que pendant très longtemps, on ne savait pas quelles étaient les origines de l'homme. Alors il y avait un livre, la Bible, qui expliquait tout, qui était censé expliquer tout, qui ne connaissait rien mais qui expliquait tout. Et donc il a fallu petit à petit montrer qu'il fallait créer une discipline nouvelle pour bien connaître les origines de l'homme. Et Tournal a eu cette idée de génie de dire, mais finalement, si l'on veut connaître les origines de l'homme, il n'y a qu'une seule discipline qui est possible, c'est la géologie, c'est-à-dire l'étude stratigraphique fine des terrains superposés et voir comment, dans les couches géologiques, on peut retrouver des traces d'une humanité disparue. Et alors il était tout à fait partisan de l'existence de ce qu'il appelait un homme fossile, c'est-à-dire il y avait des espèces animales disparues, on les reconnaissait, mais on n'était pas très chaud pour estimer qu'il y avait aussi un homme fossile. Et c'est Tournal qui a déjà lancé cette idée au XIXe siècle et qui a été un précurseur, je dirais même un visionnaire d'une certaine façon. Et comment voyez-vous ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise, disons cette rencontre entre des professionnels, des scientifiques, le grand public, des scolaires? Écoutez, moi je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que Marc Azéma m'avait parlé pendant longtemps, lui s'intéressait, c'était un cinéaste, il s'intéressait au départ, il voulait faire des films, il voulait faire un festival du film archéologique, ce qu'il a fait, mais progressivement, ce projet a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il n'y a pas simplement que le festival, qui est renommé, qui est tout à fait sur les rails, mais il y a des conférences, il y a des maisons d'édition qui viennent présenter les dernières œuvres écrites par des auteurs archéologues ou des auteurs de médiation archéologique. Il y a maintenant des enfants, en quelque sorte, que l'on fait intervenir dans des animations. Il y a aussi ce colloque sur la 3D et sur la façon dont on peut médiatiser intelligemment l'archéologie. Donc je crois que tout cela est de bon augure et que ce festival, maintenant, est tout à fait lancé. Et merci Jean-Guilaine de faire l'honneur de venir si fidèle à ces rencontres. Merci à vous. Au revoir. Je suis le parrain de ces rencontres et j'en suis fier. Merci.